L'histoire que nous allons vous raconter maintenant est tout simplement incroyable. C'est l'histoire d'une véritable descente aux enfers. Un homme qui part à l'hôpital pendant qu'il est là-bas, sa femme va décéder, il ne le sait pas. La police va mettre des scellés à son appartement, il ne peut plus rentrer chez lui. Et aujourd'hui, cet homme est à la rue. C'est fou comme histoire. Il va falloir l'aider, ce que va faire toute l'équipe maintenant. Vous vivez des situations similaires à celles que vous voyez dans cette émission ce soir. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109, 0826 107 109. J'accueille maintenant Jean-Pierre, accompagné d'un ami qui le soutient, Patrick. Jean-Pierre a vécu le pire, le décès de sa compagne. Pour moi, j'étais mort. J'ai tout perdu et je n'ai plus rien à perdre. Depuis, le quotidien de Jean-Pierre est un véritable cauchemar. Je suis à la rue, j'ai plus rien, je suis dehors. Désormais, sans domicile, Jean-Pierre veut savoir de quoi est morte sa compagne et pourquoi il ne peut pas rentrer chez lui. Je paye un loyer, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont aider cet homme à la dérive. Il n'y aura pas d'instruction, il n'y a pas de juge d'instruction désigné ni quoi que ce soit. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Bonsoir Patrick. Merci de le soutenir et d'être là également sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission Sans aucun doute ? Jean-Pierre attend tout simplement que son propriétaire fasse preuve de mansuétude en cessant provisoirement de réclamer des loyers impayés. Depuis le décès brutal de son ex-compagne, Jean-Pierre vit dans une grande détresse physique et morale. Moi, j'ai pensé qu'une chose, c'est à mourir. Ça a été dur, mais... Si vous n'aviez pas été là, monsieur, vous pensez qu'il aurait pu décrocher ? Non. Moi, je l'ai vu mourir. Moi, je reste. Je le voyais mourir. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on soit là devant vous. Il ne serait pas là entre nous parler. En tout cas, monsieur, moi je suis admiratif du courage que vous avez parce que autant d'événements en aussi peu de temps, arriver à être comme ça toujours debout, bravo. Alors, on va revenir un petit peu, si vous le voulez bien, dans le passé et essayer de comprendre comment ça se passait avant. L'enquête est signée José Enjambé, regardez. Voici l'histoire d'un homme qui n'a plus rien. À part ça qu'on m'a donné, qu'est-ce que j'ai ? À part ça qu'on m'a donné, qu'est-ce que j'ai ? Rien. À 52 ans, Jean-Pierre a tout perdu. Sa compagne est morte brutalement. Sa maison, il n'a pas le droit d'y rentrer. Quant à sa santé, elle est catastrophique. Sa vie est une descente aux enfers, dont il ne voit pas la fin. Il y a 4 ans, Jean-Pierre fait la rencontre de Marie-France. D'abord une amie, elle deviendra sa confidente, puis sa compagne. Pendant 2 ans, le couple va filer le parfait amour et c'est naturellement que Marie-France vient s'installer chez Jean-Pierre. Toujours, je pense à elle. Même quand je dors, je pense à elle. Toi, elle me manque. Mais le bonheur du couple est entaché par la maladie de Jean-Pierre. Une maladie rare qui l'oblige à séjourner plusieurs fois par an à l'hôpital. Mars 2006, Jean-Pierre est hospitalisé. Il est en soins intensifs et attend des nouvelles de Marie-France. Il ne sait pas qu'à ce moment précis, un drame se joue. De l'autre côté de la ville, les voisins de Jean-Pierre, alertés par l'odeur suspecte qui se dégage de son appartement, préviennent les pompiers. Quand je suis venue, j'ai trouvé les pompiers, mais j'ai peur, je savais que c'est le feu chez moi. Ils ont dit qu'il y a une morte, il y avait tout plein de monde, le procureur. Et tout ça, après, on ne sait pas. Les secouristes se déplacent, ils enfoncent la porte et trouvent Marie-France sans vie. La compagne de Jean-Pierre gît sur le lit depuis apparemment plusieurs jours. À cet instant, Jean-Pierre ne sait rien de ce qu'il se passe chez lui. De son côté, depuis plusieurs jours, il tente de joindre Marie-France en vain. C'est anormal car elle a l'habitude de lui téléphoner lorsqu'il est hospitalisé. Au bout de quelques jours, le téléphone sonne enfin. Au bout du fil, ce n'est pas Marie-France, mais une connaissance de Jean-Pierre. Je sais qu'il est à l'hôpital, il faut bien que quelqu'un lui dise, puisqu'il avait quand même personne qui allait, pour ainsi dire, le voir. J'ai dit, il faut que je l'appelle et voilà. Marie-France est morte et personne ne sait de quoi. Quand je lui ai dit, Monsieur Guillem, vous avez des nouvelles de Marie, il me dit non. J'ai dit, je suis embêtée, je suis obligée de vous dire que je viens d'apprendre, en allant faire le tiercé, qu'on était venu chez elle, les pompiers, et qu'on avait trouvé morte dans le lit, voilà. Moi, j'étais mort. J'ai tout perdu et je n'ai plus rien à perdre.
Et je vais foncer pour savoir la vérité. Jean-Pierre est désemparé, il veut comprendre. Que s'est-il passé ce jour-là dans son appartement? Immédiatement, il appelle les autorités. 2 inspecteurs se rendent alors à l'hôpital pour l'interroger. J'ai vu 2 inspecteurs venir qui m'ont parlé et qui m'ont demandé où j'étais au moment de la mort. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe chez moi? Il m'a dit, voilà, on a trouvé votre amie morte. Mon amie morte. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Comment ça? Et pourquoi vous me demandez tel jour où j'étais? J'ai dit, vous voulez savoir? Il y a des médecins. Demandez-leur. Et c'est là qu'ils ont su que j'étais en soins intensifs, que je ne pouvais pas bouger. C'était impossible. L'équipe médicale confirme en effet à la police qu'au moment supposé de la mort de Marie-France, Jean-Pierre est bien à l'hôpital. Comme le montrent ses relevés d'information, il est hospitalisé du 15 mars au 21 avril, près de 5 semaines. Et durant son séjour, il ne sortira pas, une version confirmée par ses voisins. Ils ont dit que vous êtes à l'hôpital, ils ont dit que vous êtes son mari ou son ami, que vous êtes malade. Les jours passent, Jean-Pierre est toujours à l'hôpital et ne sait rien. Ni la police, ni même la famille de Marie-France ne le tiennent informé quant à l'évolution du dossier. Après plusieurs jours d'attente insoutenable, Jean-Pierre parvient à faire appeler la sœur de Marie-France qui lui rend visite. Je me dis, j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai dit, mais je sais ce que tu vas m'annoncer. Que Marie-France est morte. Et je te demande qu'une chose, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas. À sa sortie de l'hôpital, Jean-Pierre est perdu. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Lorsqu'il rentre chez lui, une nouvelle surprise l'attend. Et je vois que je ne peux pas rentrer étant donné que c'était succédé. Je suis à la rue, j'ai plus rien, je suis dehors pour moi. J'ai même pas des amis, c'est comme si je sortais tout nu. Des scellés posés pour les besoins de l'enquête empêchent Jean-Pierre de rentrer chez lui. À cet instant, l'homme a non seulement perdu sa compagne, et maintenant son appartement. Seule solution pour ne pas se retrouver à la rue, le camping, à 40 km de chez lui, c'est tout ce que Jean-Pierre peut se payer. Mais je me sens plutôt un clochard qu'autre chose. Le clochard qui vit dans la rue et qui a rien. Et qui a tout en quelque sorte, mais qui ne peut pas rentrer dans ce endroit. Se laver, se nourrir, se vêtir. Pour Jean-Pierre, chaque jour est une nouvelle épreuve à surmonter. Avec 600 € de pension adulte handicapé par mois, il doit tout calculer. Chaque centime est vital. Il y a eu des moments où j'avais rien. Il y a des moments où je me suis retrouvé juste avec un morceau de pain, c'est tout. La précarité matérielle de Jean-Pierre augmente de jour en jour. Pire, sa santé est elle aussi mise en danger. Car rappelons-le, Jean-Pierre souffre d'une maladie rare, mais aussi d'un diabète. Des fois, je suis obligé de faire les piqûres à l'air. Je suis obligé de faire, il y a la poussière, il y a tout. Et si par mon heure un microbe passe, qu'est-ce que je vais attraper encore? Dans un instant, la suite de ce document bouleversant. Jean-Pierre est non seulement à la rue, mais hélas, le sort va s'acharner sur lui. Quelques jours plus tard, il découvre que son appartement a été saccagé. Eh bien, je vois que je ne vaux plus rien. Cette maison, j'ai plus besoin de revenir. Je crois que c'est la dernière fois que je regarde cette maison. Jean-Pierre est à bout et pense au pire. Aide-moi. Aide-moi sur mon médecin. Allez. Jean-Pierre, accompagné de son ami, viendront sur le plateau de Sans aucun doute. Ils ont besoin d'aide. Il faut arrêter, voilà, de lui dire qu'on fait tout là pour l'aider. Il passe à la télé, vous connaissez peut-être un peu l'émission. La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Il y a quelques minutes, nous vous racontions la dramatique histoire de Jean-Pierre. Alors qu'il est à l'hôpital, sa compagne meurt brutalement dans leur appartement. Anéanti, il tente de refaire surface, mais des scellés posés par la police l'empêchent de rentrer chez lui. Il est donc veuf, sans domicile et désormais à la rue. Voici la suite de ce document. Désormais, la vie de Jean-Pierre se résume à cette tente de 6 mètres carrés qui lui coûte 200 € par mois. Et pendant ce temps, il doit payer un loyer pour un appartement dont il ne peut profiter. Je paye un loyer, mais je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai payé pendant un certain moment, juste un moment, j'ai dit stop. Maintenant, il faut que je me bouge. Ou ça bouge, ou ça casse. Son seul soutien, son ami Patrick.
Patrick, qui le voit s'enfoncer un peu plus chaque jour. Et j'ai vu mon ami malheureux, franchement, il était dans un état désespéré. Et au point du suicide. Moralement et financièrement, Patrick fait ce qu'il peut pour son ami. Et quand celui-ci doit se déplacer, il est encore présent. Le 22 août, Jean-Pierre a justement besoin de se rendre en ville. Il est loin d'imaginer ce qu'il attend à son domicile. On décide d'aller à Marseille, tous les deux, et on va voir son appartement pour aller chercher son courrier. Et arrivé au palier, je lui dis, Jean-Pierre, monte chez toi. On va voir quand même s'il n'y a rien qui s'est passé. Il monte, moi je l'attends au palier, il redescend, il me dit, Patrick, ils m'ont tout cassé à la maison. L'appartement, pourtant sous scellé de la police, a été cambriolé. Il avait les larmes aux yeux et il m'a dit, j'ai plus de maison, j'ai plus de chez moi, je sais plus comment faire. J'ai dit, écoute Jean-Pierre, je vais m'occuper de toi. J'ai contacté l'assurance de Jean-Pierre, contacté le propriétaire. Je suis allé au commissariat du 2e arrondissement. On m'a baladé de partout, j'ai aucune réponse. Et là, je sais pas comment faire. Le cauchemar continue de plus belle. Alors, en désespoir de cause, Patrick convainc Jean-Pierre de faire appel à notre équipe. Rédaction de Sans aucun doute, mardi 12 septembre. Nous reprenons l'enquête à zéro. Objectif, apporter des réponses aux questions de Jean-Pierre. Où en est réellement cette affaire? Dans un premier temps, nous contactons le commissariat qui aurait mené l'enquête. Tout se passe par téléphone entre Jean-Pierre et les autorités. Je voudrais savoir si ça avançait sur l'affaire qui me concerne. D'accord, ne quittez pas, monsieur. C'était un décès de mort naturelle ou pas? Ils sont venus me voir pour me demander si c'était pas moi qui l'avais tué. Mais vous étiez hospitalisé à ce moment-là, non? C'est pour ça qu'ils m'ont mis hors de cause. Ah, d'accord. Ben, quittez pas, je vous passe la brigade criminelle quand même. Non, c'est pas la police judiciaire qui a ce dossier-là, non. Monsieur, soit vous écrivez à notre directeur, soit vous écrivez carrément au procureur de la République. Écrire au procureur, c'est ce que Jean-Pierre a déjà fait. Il n'a obtenu aucune réponse. Jean-Pierre est renvoyé de service en service. Et lorsqu'il appelle les autres commissariats, c'est la même chose. Sur la mort de Marie-France, aucune réponse. Sur le cambriolage non plus. Jean-Pierre décide de revenir dans son appartement. Les scellés ont été arrachés, des parpaings posés, on ne sait quand ni par qui. Rien n'autorise Jean-Pierre à entrer. Rien sur place ne le lui interdit non plus. Après quelques minutes d'hésitation, il décide de dégager le passage et d'entrer. C'est la première fois que Jean-Pierre rentre dans son appartement depuis le cambriolage. À l'intérieur, tout est ravagé. Après la mort de sa compagne, ce qu'il voit achève de l'anéantir. Eh bien, je vois que je ne vaux plus rien. Cette maison, j'ai plus besoin de revenir. Je crois que c'est la dernière fois que je regarde cette maison. Je préfère quitter cette maison de merde. Aujourd'hui, près de 4 mois après le décès, Jean-Pierre ne sait toujours pas de quoi est morte sa compagne. Du côté des autorités policières, aucune information. Reste la famille de la défunte. Jean-Pierre la connaît très peu. Néanmoins, avec les quelques informations qu'il nous fournit, nous parvenons à retrouver le contact d'un des frères de Marie-France. Au téléphone, voici ce qu'il nous apprend. Ce serait le cœur qui aurait lâché. J'attends toujours que la police me dise quelque chose de particulier, mais ils ont conclu à quelque chose de naturel. Vous savez, comme ça a été classé sans suite. Moi, je voulais savoir un petit peu où il a été enterré et si vous savez quelque chose. Non, il est enterré. Quelques minutes plus tard, le bureau des concessions nous confirmera cette information. 20 minutes de route séparaient le logement de Jean-Pierre du cimetière. Munis d'un numéro d'emplacement, Jean-Pierre, Patrick et notre équipe allons chercher pendant près de 40 minutes la tombe de Marie-France. Tout
Tout à coup, à quelques mètres de la fosse commune, nous la trouvons. Pourquoi t'es parti? Tout le sol. Regarde, je te mets des fleurs. Je sais que tu les aimes. Aide-moi. Aide-moi à surmonter ça. Marie. Je te demande, Seigneur, de ne pas herber. Je te mal que. Aide-la. Aide-moi aussi, Seigneur. Amen. Oui, ça me va. Cette tombe, c'est bien la seule certitude qu'a Jean-Pierre depuis le début de cette affaire. Mais de nombreuses questions restent encore en suspens concernant la mort de Marie-France et la vie qui attend Jean-Pierre désormais. Voilà l'enquête réalisée par José Enjambé. Alors bien sûr, nous ne sommes pas là pour nous substituer à la police et mener l'enquête à leur place et en tirer des conclusions, mais simplement pour essayer d'apporter quelques réponses aux questions que se pose monsieur. Sachant, monsieur, puisque l'on est là quand même pour se dire franchement les choses, que vous n'avez pas été mis en examen, vous n'avez pas été quoi que ce soit, enfin je veux dire par rapport à l'enquête. Donc ça veut dire que la police a vérifié que vous étiez bien, parce que il faut quand même voilà, dire les choses. Ils l'ont confirmé. Bon, alors, Maître Michel, reprenons point par point. Cette dame décède dans son appartement, la police la prend au bout de quelques jours, donc elle vient et logiquement, je suppose que c'est la procédure habituelle, met des scellés. Mais est-ce que dans ces cas-là, on se doit de prévenir immédiatement celui qui habite dedans, et pendant combien de temps les scellés sont-ils posés? C'est un bel exemple d'incompréhension entre le système judiciaire et puis ceux qui ont affaire et qui n'ont pas l'habitude. Pourquoi on met les scellés? Pour permettre à ce qu'on appelle les services d'identité judiciaire de venir faire les vérifications, voir s'il n'y a pas de traces suspectes, d'empreintes, enfin tout ce qui peut être nécessaire pour une enquête. Et donc les scellés sont nécessaires pour la durée de ces vérifications-là. Après, ça ne sert plus à rien. Encore faut-il que quelqu'un demande la levée des scellés. Bon, manifestement, ça n'a pas été fait. Et moi, j'ai l'impression que tout le long du dossier, c'est un peu le drame de notre ami, c'est qu'il est un peu perdu, il n'a pas su où s'adresser. C'est pas le drame de notre ami, c'est le drame de millions de Français dont je fais partie qui ne savent pas que quand il y a des scellés chez soi, c'est à nous de demander de les lever. C'est pour ça que cette émission a un intérêt aussi, c'est pour apprendre un petit peu le fonctionnement de la justice à nos concitoyens. Maître Novakovic, donc, les scellés, nous avons compris, l'appartement est dévalisé alors qu'il est sous scellé. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, il est sous le contrôle de la police? Et est-ce que ce cambriolage est sous la responsabilité quelque part de ceux qui ont posé les scellés? Tout à fait. On peut éventuellement envisager une responsabilité de l'État, mais en tout état de cause, Jean-Pierre doit déposer une plainte pour bris de scellés et vol auprès de la police, bien sûr. Par cette plainte, il pourra être indemnisé avec son assurance. Donc il n'y a pas de souci, son assurance pourra l'indemniser. Alors, dernière question, parce que moi aussi, je m'interroge là-dessus. On met des scellés chez moi. La justice est souveraine, elle a le droit de le faire. Mais est-ce que dans ces cas-là, on doit me reloger? Ça veut dire que n'importe qui, ce soir, s'il y a eu quoi que ce soit dans un appartement, se retrouve à la rue si on l'a décidé. D'où l'importance de demander une levée du scellé, comme l'a expliqué tout à l'heure Gérard. Il faut absolument demander une levée du scellé. Mais pour cela, d'abord, il faut contacter le juge d'instruction. Seul le juge d'instruction, puisqu'en l'occurrence, il y a une instruction en cours, peut ordonner cette main levée. Maître Michel. Oui, est observé que par contre, on peut discuter la question de savoir si le loyer est dû. Parce que c'est ce qu'on appelle le fait du prince. Ah oui. C'est-à-dire en cas de force majeure qui s'impose aux propriétaires et aux locataires, et on peut considérer que pendant cette période, le loyer n'est pas dû. Bernard Sabat. Juste un point, Julien, il faut savoir quand même que le propriétaire, par le biais de l'agence immobilière, touchait par la CAF une partie du loyer. Donc je suis un petit peu surpris qu'il demande une somme importante à ce monsieur-là, parce qu'il touchait quand même une somme, et je crois qu'on peut demander à monsieur combien il payait. Combien la CAF donnait-elle, la caisse d'allocation familiale, directement au propriétaire? Parce que 250 €. Et vous deviez rajouter combien? 80 €. Donc aujourd'hui, on vous embête pour 80 € par mois. 4 mois, Julien, à 80 €. Bon. Ça fait quand même On peut faire un petit effort. 320 € quand même. Je pense qu'on peut attendre dans ces cas-là pour une agence immobilière. Surtout dans un cas, c'est pas un mauvais payeur, c'est quand même quelqu'un là qui, me semble-t-il, vous l'avez compris, a quand même pas beaucoup de chance. C'est parti, la régie fait le numéro.
Afin de répondre à l'urgence de la situation dans laquelle se trouve Jean-Pierre, nous contactons l'agence immobilière. Julien Courbet revient avec la responsable de l'agence sur la tragédie vécue par Jean-Pierre. Elle nous promet de contacter le propriétaire et de revenir vers nous. En attendant, Sylvie Novakovic quitte notre plateau. Elle va tenter de joindre le procureur de la République pour obtenir des précisions sur les scellés. En coulisses, Jean-Pierre et Patrick attendent avec angoisse. La conversation avec le procureur est maintenant terminée. Nos deux témoins rejoignent donc notre équipe sur le plateau. Maître Novakovic a des précisions importantes à nous communiquer. Au niveau du parquet, on m'a indiqué déjà que cette affaire allait très certainement aller vers un classement sans suite, que donc il n'y aura pas d'instruction, il n'y a pas de juge d'instruction désigné ni quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai eu la brigade de sûreté urbaine donc de Marseille qui m'a indiqué qu'en fait, ça c'est quand même la bonne nouvelle, dès demain vous pouvez rentrer dans votre appartement, même dès aujourd'hui, parce qu'en fait il y a une levée des scellés depuis exactement le 17 avril 2006. Mais comme monsieur ne se serait pas déclaré comme le concubin, mais comme quelqu'un qui partageait les lieux sans avoir précisé qu'il était le titulaire du bail, ils ont remis les clés et la totalité des effets personnels de cette dame au frère. Au frère? Donc c'est le frère, en fait, qui est en possession des clés de l'appartement. Et des effets personnels? Absolument. Bon, déjà, première nouvelle, visiblement, mais on ne peut pas vous l'affirmer, vous vouliez savoir ce qui s'était passé pour votre compagne, l'affaire va être classée, ce qui veut dire que c'est une mort, on va dire, naturelle. Il n'y a pas à aller voir le mal, elle est morte naturellement, donc ça c'est la première chose, monsieur, qui va vous être confirmée dans les jours qui viennent. La deuxième chose, c'est que dès ce soir, demain, vous ne serez pas à la rue quand le camping va fermer. Il va falloir remettre peut-être l'appartement en état, donner plus qu'un coup de balai. Hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir rentrer chez vous. C'est une première bonne nouvelle. Reste maintenant à connaître la position de l'agence immobilière et surtout du propriétaire qu'elle représente. Nous contactons la responsable. Alors, j'ai contacté le propriétaire qui est d'accord pour annuler toute la dette qu'il a chez nous. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça représente un montant de combien? 510 € à peu près. D'accord, super, très gentil de la part de ce monsieur. Voilà, en contrepartie, il voudrait récupérer les clés de l'appartement puisque personne ne peut y habiter. Bien sûr, nous avons fait les démarches en ce sens. Voilà, et il propose de le reloger dans un logement qui se libère vers le 15 octobre. Permettez-moi vraiment au nom de toute l'équipe mais alors vraiment de vous féliciter pour votre rapidité, votre professionnalisme, votre gentillesse. Alors là, je peux vous dire que vous avez fait honneur à votre profession, madame. Ah ben, ça va changer un petit peu comme ça. Mais pourquoi vous dites ça? Mais non, ne dites pas ça. Bravo. Et remerciez le propriétaire, hein, parce qu'il n'était pas obligé de faire tout ça. Donc à partir de quand le logement? À partir du 15 octobre. À partir du 15 octobre, ça va aller très très vite. Bon, merci beaucoup, madame. Bonne soirée. La situation de Jean-Pierre a ému toute l'équipe. Nous voulons améliorer sa vie quotidienne en essayant d'obtenir des aides supplémentaires. Nous contactons les administrations concernées qui ont pris connaissance du dossier. Allez, c'est parti, nous appelons maintenant au Conseil général pour essayer d'avancer un petit peu plus dans ce dossier. Les services sociaux ont pris connaissance de la situation de Jean-Pierre. Une des responsables s'engage à intervenir. Alors écoutez, on peut dire à ce monsieur qu'on est prêt au service social du Conseil général des Bouches-du-Rhône de le recevoir dès demain ou dès qu'il est disponible. Et ce pour 3 choses. D'abord, véritablement évaluer l'ensemble de l'accès aux droits. Ensuite, on va enclencher un accompagnement social s'il est d'accord. Enfin, on pourra aussi saisir des dispositifs propres au Conseil général des Bouches-du-Rhône pour l'aider ponctuellement sur le plan financier en attendant que les choses se stabilisent pour lui. N'ayez aucune inquiétude, on va remonter ensemble cette pente-là. Ne raccrochez pas, madame, je vous passe quelqu'un. Félicitations à vous et à tous vos services. Merci, madame. Merci. Merci, au revoir. Je voudrais vous donner la parole, vous qui l'avez accompagné, vous qui vous êtes battu, vous qui vous êtes inquiété pour lui. Et ça aussi, ça mérite des applaudissements, parce qu'avoir un ami... Dans les moments difficiles, avoir un bon copain qui est là, c'est formidable, monsieur. Et cette récompense, elle est pour vous aussi, tout ce qui arrive là. C'est grâce à vous, hein, tout autant. C'est pas... Vous ne pouvez plus parler.
Pourtant, dans votre pays, on dit toujours qu'il faut... Le soleil, voilà. Bon, écoutez, le sourire suffit. Et On vous remercie beaucoup. Hein. je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Bon, allez, c'est reparti maintenant. Un nouvel appartement, des aides de la part du Conseil Général. Tout le monde est sur le coup maintenant pour vous aider.